Good morning, Mr. Witness. Le président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Well, after one day off, we are here. Donc, hier, nous avons eu une journée de repos. Enfin, vous avez eu une journée de repos, mais maintenant nous sommes à nouveau ensemble. Mais c'est uniquement pour terminer votre déposition et ensuite vous serez libre de rentrer chez vous. Et si je ne m'abuse, c'est la défense de monsieur Blégoudet qui doit vous interroger. Ensuite, le substitut du procureur posera quelques questions supplémentaires et cela ne devrait pas durer plus de 15 minutes. Ensuite, si nécessaire, nous donnerons la parole à la défense car elle a toujours le dernier mot. Et ensuite, ce sera terminé et vous pourrez rentrer chez vous. Cela vous va? Vous avez compris? On vient, Monsieur le Président. Thank you. So, Très bien. Donc, je donne la parole à la défense de M. Blégoudet. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et c'est Maître Hendry qui va s'occuper de l'interrogatoire. Le Président, bien, attendez, mais j'ai une question à lui poser. Hayden. J'aimerais lui demander de combien de temps il a besoin, en fait. Monsieur le Président, je pense que j'aurai pour 1 heure maximum, 1 heure 30, maximum. Sinon moins. Sinon moins. Thinking that you were nearly at the end. J'avais cru que vous en étiez à la fin de vos questions avant-hier. J'avais l'impression que vous aviez presque fini. Vous demandez encore quand même beaucoup de temps. Enfin, allez-y. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur l'avocat. Alors, Monsieur le témoin, nous allons reprendre là où nous nous sommes laissés la dernière fois. Sur ce téléphone qui vous avait donc été remis lorsque vous êtes arrivé au Golfe. Mais avant la remise de ce téléphone, vous avez rencontré donc cette personne que nous n'allons pas nommer, puisque son nom a été donné à huis clos. Ce général, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le nom? Monsieur l'avocat, il y a deux faits qui sont différents, totalement différents. Vous parlez de téléphone et ensuite, vous parlez d'un général. Ce n'est pas marqué, c'est pas ce qui est marqué dans mon agenda. Exactement. Les faits sont différents. Si. Comme il y a eu une pause d'1 jour, c'était juste pour vous demander si vous vous rappelez, on ne va pas dire le nom de ce général en public,
C'était juste pour vous rappeler, est-ce que vous connaissez, vous voyez le fait en question? Effectivement, je vois, monsieur l'avocat. D'accord. Alors, ce qui était marqué dans votre agenda, c'était justement que pour les actions sur le terrain, je rencontre donc ce général à 9 h. C'était quoi ces actions sur le terrain? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que ma préoccupation aussi demeure parce que ce n'est pas ce que j'ai écrit. Ce n'est pas textuellement ce que j'ai écrit. Vous avez sauté une partie et cette partie sautée donnerait son sens à mon explication. Donnez votre explication. Et donc, je peux expliquer. Pour que nous soyons plus clairs, nous allons donc présenter cet agenda. Nous allons vous présenter cet agenda. Et puis nous allons tous constater ce qui est mentionné là-dessus, en audience à huis clos. Can we give a private session? Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Nous sommes en audience publique et le document n'est plus diffusé à l'écran. Le président, bien, Maître Ndri. Monsieur le témoin, donc ce vous ont orienté en vue d'action sur le terrain. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je n'ai pas mis en vue d'action. Je n'ai pas mis en vue d'action sur le terrain. J'ai bien mis orienté, mais si vous permettez, je peux l'expliquer. Merci. Donc, ces deux Français étaient présents parce que, vous vous souvenez, nous avons fait mention de combats qu'il y a eu entre les FDS et une journée, je ne sais plus si c'est le 16, où la vidéo a été présentée et puis des militaires ont été présentés aussi à l'hôpital militaire qui étaient blessés. Donc ce jour-là, il y a eu des combats et des munitions ont été tirées de part et d'autre et il y en a qui n'ont pas explosé, qui sont tombés dans la cour du Golfe. Donc les militaires français, la LICON, qui avait un mandat de l'ONU, avait pour mission de sécuriser, comme l'ONU, de sécuriser ceux qui étaient à l'intérieur du Golfe. Et donc, lorsque nous arrivions, c'est eux qui avaient déterminé, c'est-à-dire la LICON avait déjà déterminé des périmètres à ne pas dépasser. Et j'ai mentionné aussi qu'il y avait une grande population, parce que, si vous vous rappelez bien, c'est des partis d'opposition, partis opposés à Monsieur le Président Laurent Gbagbo, qui sont allés s'entretenir à l'hôtel du Golfe. Et après leur entretien, il leur a été impossible de quitter les lieux.
Donc, il y a eu un blocus autour de l'hôtel. Et c'est ainsi que toutes ces personnes sont restées à l'hôtel. Donc, il y avait beaucoup de civils. Et ces gens étaient là pour nous orienter, pour éviter que les gens ne tombent dans le périmètre jugé dangereux. Avant de revenir à cette explication, je voudrais vous relire votre déclaration devant le bureau du procureur. CIV, OTP 0049 Your Honor, Monsieur MacDonald, je vais intervenir si vous me le permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. La citation... Vous êtes en train de guider le témoin. No. Non, non, vous êtes en train de guider le témoin. Et ça, je ne peux pas l'accepter, ce n'est pas une objection. Laissez le témoin répondre. I would ask then that the witness be excluded. Dans ce cas-là, je demande à ce que l'on fasse sortir le témoin, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, puisque je n'ai pas grand-chose à dire. Le Président, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Monsieur MacDonald, que l'on fasse sortir le témoin alors que j'ai quelque chose à dire. Le Président, écoutez, vous êtes responsable de cet état des choses. Si ce que vous dites guide le témoin, il faut en effet le faire sortir. Si ça ne le guide pas, eh bien, c'est à vous qu'on le laisse. Monsieur MacDonald, dans ce cas-là, j'aimerais bien que le témoin sorte de la salle au moins 30 secondes. Le Président, très bien. Monsieur l'huissier, veuillez s'il vous plaît escorter le témoin hors de cette pièce. Mr. McDonald? Le Président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. On prend ici une phrase. À partir de différentes questions qui ont été posées en séquence chronologique et portant sur ce qu'a fait le témoin jusqu'à arriver à l'hôtel du Golfe. Je trouve qu'il faudrait au moins lire les lignes 7 à 3 pour être correct et pour être juste envers le témoin. Et c'est ce que j'avais à dire. L'interprète se reprend, c'est de la ligne 723. Et d'ailleurs, donc, si Maître Ndé procède ainsi, eh bien, nous n'aurons pas en question supplémentaire à revenir sur ce qui a été véritablement dit pour donner la citation correcte. Le Président, est-ce que ça vous va, Maître Ndé? Donc c'est une citation importante. J'ai ici la ligne 732-733. Et si je lis bien, je vois personne entendu. 2 points. Personne entendu. 2 points. Et ensuite, je lis pour nous orienter dans les actions sur le terrain, juste point, si vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis reçu par le général en question vers 9 h. Si vous voulez, point. Et ça, c'est à la place personne entendue. Je suis d'accord avec mon collègue, mais il faut comprendre Yes, un but entretien. Mr. McDonald, I don't know why you Because interrupt. Le Président, pourquoi est-ce que vous interrompez
Monsieur Ndri, Monsieur McDonald, parce que la phrase est interrompue par l'enquêteur qui dit Regardez, 728. L'enquêteur ne fait que dire À la fin de chaque phrase, il y a les 3 points de suspension, le témoin qui fait, l'enquêteur surprend l'interprète qui fait et ensuite le témoin reprend. Donc pour avoir toute la réponse du témoin, il faut lire plusieurs interventions. C'est comme si tu disais, je suis allé à Paris hier soir, et ensuite je suis allé à Rome pour rencontrer quelqu'un. Et alors vous êtes allé à Rome rencontrer quelqu'un et on ne sait même pas que je suis allé à Paris avant. C'est ainsi que procède mon éminent contradicteur. Le président, si c'est le cas, il faut que vous lisiez la citation totale, en laissant de côté les commentaires de l'enquêteur, qui procède à l'interview. Cela vous va? Je ne pense pas avoir bien compris dans le sens que me rapporte l'interprète. Monsieur le Président, ce que je lis, il ne s'agit pas d'interprétation de l'agir des enquêteurs. J'ai une page de papier ici et je vois devant Monsieur le témoin, nous allons poursuivre. Ce monsieur qui vous remet le téléphone portable, alors que vous en aviez déjà un, c'était pourquoi exactement? Merci, monsieur l'avocat. Le téléphone m'a été remis alors que j'avais déjà le mien sur moi. C'est moi-même qui ai mentionné que lorsque je suis passé dans la caserne française, mon téléphone ne m'a pas été pris. Mais celui qui m'a remis le nouveau téléphone, il ne le savait pas. Pour lui, j'ai dû laisser tout au camp, dans ma caserne, sans pouvoir venir là avec un moyen de joindre ma famille. Donc, je suppose, je ne peux pas savoir ce qu'il a pensé. Mais toujours est-il que c'est moi-même qui ai mentionné qu'il m'a donné un téléphone. C'était un cadeau. C'était pourquoi ce téléphone portable? Merci, monsieur l'avocat. Je viens de le dire, je ne peux pas savoir ce qu'il a pensé. Je peux peut-être imaginer, mais c'est juste un avis que j'émets. Il me l'a donné et je pense que il a supposé que lorsque nous quittons lorsque j'ai quitté ma base, j'ai dû quitter sans avoir la possibilité de prendre quoi que ce soit sur moi, et surtout un téléphone. Et peut-être c'est dans cet esprit qu'il me l'a donné pour que je puisse être en contact avec ma famille. C'est juste un simple avis. Vos supérieurs hiérarchiques connaissaient votre numéro de téléphone portable?
Effectivement, monsieur l'avocat. Est-ce qu'au niveau militaire, la connaissance des écoutes téléphoniques était connue par vous? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je ne saisis pas la question. La connaissance des écoutes militaires, je ne comprends pas. Est-ce que je sais ce qu'on appelle les écoutes militaires ou je ne sais pas? Est-ce que vous connaissez la réalité? C'est un fait au niveau militaire. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'un téléphone peut être su Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de cet entretien? Merci, monsieur l'avocat. Donc, c'est des militaires qui sont arrivés avec des images et qui avaient déjà entouré des parties sur les photos et qui m'ont demandé si je reconnaissais d'abord ces endroits présentés. Il y avait, entre autres, moi-même ma caserne, il y avait la caserne de la garde républicaine, il y avait l'école de gendarmerie, il y avait la base navale, la base maritime, et puis je pense 2 autres endroits dont je ne me souviens plus. Sur la photo qui représentait ma caserne, je dis bien qu'il y avait des points qui étaient marqués comme tout à l'heure dans votre vidéo que vous avez présentée dernièrement. Et ils m'ont posé des questions sur ces signes-là, si je pouvais leur dire quelque chose. Et j'ai dit qu'effectivement, non, je ne confirme pas parce que pendant que j'y étais, aucun obus a été tiré. En ma présence, aucun obus n'a été tiré. Donc, on parle d'obus lorsqu'il s'agit des munitions, des mortiers. Et on parle des roquettes lorsque c'est pour les lance. Ils m'ont posé des questions sur les obus. Et ils ont fini par me dire que, au cours de leur patrouille, effectivement, pendant que j'y étais, il y a un hélico qui passait chaque jour, qui faisait 2 tours au moins au-dessus de la caserne. Et on voyait quelqu'un qui nous filmait ou bien qui nous photographiait. Que des obus étaient tirés depuis la caserne. Donc, c'est sur ça que la conversation a porté. En ce qui concerne votre camp, si je vous suis bien, c'était pour dire ce que vous savez. Est-ce qu'ils vous ont, en vous présentant les photos concernant les autres camps,
Lokodjoro, la base navale, l'école de gendarmerie, la garde républicaine de Trècheville. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu sur ces photos? Merci, monsieur l'avocat. C'était des photos aériennes. Donc, ils m'ont juste demandé de nommer ces endroits si je les connaissais. Donc, au vu des photos, j'ai dit ici. La photo sur les images de ma caserne, qu'il a été question d'obus tirés à partir de là. Donc, ils étaient venus rechercher auprès de vous. Ils vous ont pris comme une personne ressource pour avoir des informations sur vos frais d'armes. Merci, monsieur l'avocat. Je dis bien que ils ont parlé plutôt de tirs d'obus qui faisaient des ravages dans la population civile. Donc, je n'ai pas confirmé que c'était des renseignements sur mes frais d'armes. Au moment où vous étiez au Golfe, vous avez dit qu'effectivement, lorsque vous étiez encore au camp commando, vous voyez les avions français, les hélicos français voler à basse altitude. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme. Le premier tour, il y avait déjà des vols des hélicos avant le premier tour. Et je précise que chaque fois qu'il devait avoir un événement assez important, de la taille des élections ou bien une marche qui était connue, ces hélicos survolaient toute la ville d'Abidjan. Et particulièrement, pour ce que je sais, c'est que même lorsque nous partions aux réunions, où je n'étais plus dans mon quartier, dans ma circonscription, j'ai eu à les voir dans les airs et au-dessus des autres quartiers. Donc je suppose qu'ils faisaient le tour de toute la ville d'Abidjan. Mais déjà, avant le... Monsieur le témoin, vous étiez au Golfe. Vous êtes resté en contact. Vous aviez des informateurs au sein des FDS. Vous avez parlé des infiltrés, je crois, avant-hier. Donc maintenant que vous êtes allé au Golfe, vous êtes resté en contact avec certaines personnes sur le terrain qui vous donnaient des informations, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat.
dit que je n'ai pas donné de coup de fil pour savoir ce qui s'est passé autour de moi. Ce serait contraire à la vérité. Donc, j'ai donné des coups de fil pour savoir ce qui se passait autour de moi. Monsieur le témoin, ma question n'était pas pour savoir ce qui s'est passé autour de vous. Ou bien qu'est-ce qu'il faut entendre par ce qui s'est passé autour de vous. Je vais être très direct avec vous. Vos informateurs, selon votre déclaration devant le bureau du procureur, si votre mémoire vous joue des tours, on peut relire votre déclaration. Ça ne me gênerait pas. Mais en fait, je voudrais vous laisser parler. Vos informateurs au camp d'Agban, c'était pour avoir des informations sur vous? Des informations sur moi, donc je n'ai pas compris cette partie. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez au Golfe, vous êtes resté en contact avec des FDS pour avoir des renseignements. Vous en avez parlé devant le bureau du procureur. C'est de cela que je parle, pas d'informations sur vous. Merci, monsieur l'avocat. C'est ce que la question disait. C'est pourquoi j'ai reformulé, enfin j'ai demandé, j'ai pensé que il y avait peut-être un mot de plus. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je suis resté en contact avec des personnes pour savoir ce qui se passait. Je viens de le dire. Je vais retrouver la partie de votre transcript, je vais lire et puis nous allons avancer. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai deux références. CIV, OTP, 0049 2312, page 2335. Je lis ceci, ligne 816-823, mais pour être plus juste, je vais remonter un peu pour ne pas provoquer donc l'intervention de l'accusation. Je vais à la ligne 812. D'abord, la phrase de l'enquêteur, la question. Mais comment ça
dans les environs du 7, là. Parce que quand je suis allé au golf, c'est quelques jours après qu'il y a eu une attaque qui était assez sérieuse, où des chars ont pris feu et j'avais des éléments dedans. L'enquêteur répond, d'accord. Personne n'a entendu. Voilà, j'ai appris ça et je les ai appelés. L'enquêteur, comment vous avez appris ça? J'ai appris ça à partir de certains camarades qui étaient restés, qui étaient à Agban. Et l'enquêteur dit d'accord, la personne entendue, voilà. L'enquêteur dit ok. 823 qui nous informait. Une autre référence, CIV, CIV OTP 0049 2389, page 2401, ligne 428 à 431. Et vous dites ceci. Parce que j'avais toujours des hommes au camp que j'appelais pour me renseigner si ça allait, si ils ont été attaqués. Et donc c'est eux qui me disaient ce que les gens faisaient. Ils ont mis des canons de 90 mm, des mortiers de 90 orientés vers tel quartier, ainsi de suite. Voilà. Monsieur le témoin, ça vous rafraîchit un peu la mémoire? Merci, monsieur l'avocat. C'est juste. Ça me rafraîchit la mémoire. Et je vous en remercie. Donc, il y a deux références. La première référence parle de l'attaque de chars. Moi-même, j'ai parlé déjà de ça au cours des questions que je ne sais pas si c'est vous qui me les avez posées ou vos collègues. Mais j'ai parlé de cette attaque sérieuse parce qu'il m'a été demandé si, en dehors de l'attaque qu'il y a eu non loin de la brigade, est-ce qu'il y a eu une autre attaque ou des FDS, une autre attaque sérieuse? Effectivement, j'ai fait mention de cette attaque d'engin blindé. Et je n'étais plus là. C'est à partir de ces personnes-là que j'ai su. Et j'ai mentionné aussi qu'au cours de cette attaque, un officier avait été brûlé assez gravement, un officier du GEB. Et 2 engins auraient été perdus là.
j'avais à l'intérieur de ce char un élément qui était à la RTI, positionné à la RTI. Et lorsque les chefs ont jugé qu'il n'était plus nécessaire ou bien qu'il devenait très dangereux pour ces personnes qui étaient isolées d'être à cet endroit, ils ont demandé que toutes ces personnes regagnent leur caserne d'origine. Et donc, mon élément est venu à Agban. Il s'est fait transporter. N'étant pas un élément du GEB lui-même, il s'est fait transporter. Et lorsque j'ai appris qu'il y a eu cette attaque, donc, j'ai appelé ce dernier et il m'a expliqué dans les détails comment ils avaient été attaqués. La seconde référence, quand je dis j'avais des hommes, effectivement, la caserne, c'était la nôtre et c'est plusieurs unités qui étaient venues en renfort. Et mes hommes ne participaient pas, ne faisaient pas partie des rames de ravitaillement ou de relève. Il n'y avait pas de relève au niveau du personnel du camp commando d'Abobo. Donc, même étant parti de la caserne, je savais qu'il y avait toujours des gens de ma caserne qui étaient là-bas. Donc, je pouvais les appeler, s'ils répondaient toutefois. Je pouvais les appeler et savoir est-ce que ça va. Parce que, effectivement, je m'inquiétais pour leur vie. D'accord. Je voudrais qu'on parle un peu d'un événement en ce qui concerne l'attaque sur le PK-18. Vous vous rappelez où il y a eu des policiers tués. Si je comprends bien, vous n'avez pas vécu vous-même personnellement cette attaque. C'est je crois, vous avez parlé de votre adjoint, je ne sais pas, ou un collègue, qui vous avait rapporté l'information selon laquelle, parmi les blessés, policiers, il y aurait un Libérien. Vous vous rappelez? Je me rappelle, monsieur l'avocat. Okay. Donc, ce n'est pas vous qui avez constaté. C'est votre collègue donc, qui est parti sur le terrain. Mais si je me rappelle bien, il aurait obtenu cette information d'une autre personne. C'est bien ça? C'est exact, monsieur l'avocat. Nous allons vous présenter une vidéo. Après quoi, nous allons revenir sur cette question. Could you please let us know the level of confidentiality of... Vous pouvez tous avoir le niveau de confidentialité de la vidéo, s'il vous plaît. CIV D25 013 0013 0015. Je répète, CIV D25 0013 0015. Pour le transcript, CIV D25 0013 0021. Et pour l'installation d'un nouveau DG à la RTI en cette folle journée du jeudi 16 décembre 2010. Monsieur Manuel, l'objection, s'il vous plaît.
Je ne veux pas influencer le témoin d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est RTI, c'est ça, l'incident de RTI PK18. Juste pour clarifier les choses, hein, c'est bien ça. C'est bien de ça qu'on parle. Alors, je ne veux surtout pas influencer le témoin. Je vais plutôt parler français. Et je vais parler très lentement afin que la traduction soit faisable. Questions au sujet de PK18. On pose des questions au sujet d'un élément de la police libérien. On veut montrer une vidéo. Si c'est toujours sur des questions par rapport à la marche sur la RTI, Monsieur PK18, McDonald, il y a l'objection. donnez en même temps la réponse au témoin. Donnez-lui la réponse. Est-ce que le témoin peut sortir, s'il vous plaît, monsieur? Non, mais qu'il reste. Donnez-lui en même temps la réponse. Let's please bring the witness out again. Le président, faisons sortir le témoin, s'il vous plaît. Mr. McDonald. Monsieur le Président, nous sommes Monsieur McDonald. dans la chronologie des questions. On est au 16 décembre, la marche sur la RTI, les incidents qui se sont produits à PK18, la mort d'un élément de la police, ou c'est-à-dire pas la mort, mais un blessé de la police, CRS-1, comme on le sait de toute façon par le témoin. Et on veut maintenant présenter une vidéo où on voit effectivement un véhicule de la CRS, mais c'est pour des incidents du 11 janvier 2011. Donc, on monte des images. On s'apprête à monter des images pour le 11 janvier. Et nous admettons qu'il y a des policiers qui sont morts cette journée-là. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais pour ce témoin, par rapport aux questions présentement, ça serait induire le témoin en erreur. De présenter une vidéo du 11 janvier par rapport aux incidents du 16 décembre. Là est l'objection de l'accusation. À moins qu'il s'agisse clairement qu'on dise au témoin, là je vous pose des questions sur un incident subséquent où il y a eu mort de CRS et qu'on pose des questions sur sa connaissance à ce niveau-là. Je vous remercie. Maître André. Maître André. Monsieur le Président, je ne sais pas si l'accusation n'a pas conscience de ce que ce témoin est assez responsable pour connaître les dates. Si cette vidéo qu'on lui présente n'a absolument rien à voir avec les événements en question, ce témoin est assez majeur pour le dire lui-même. Maintenant qu'on s'est levé et qu'on a commencé à dire au témoin qu'il s'agit des événements de la RTI, quelle réponse il viendra donner ici? Étant entendu, parce que je pose la question à dessein, j'ai lu toute la déposition de ce témoin, les déclarations de ce témoin devant le bureau du procureur, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Mais à un moment donné, les enquêteurs eux-mêmes ont cherché à clarifier l'incident dont parlait ce témoin, en posant la question, mais nous voulons que ce soit clair, l'incident du PK18, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Donc, en présentant cette vidéo aux témoins, c'était pour obtenir une clarification, parce que visiblement, l'événement dont a parlé le témoin ne concerne pas la marche de la RTI, mais concerne justement cette marche. Et je comprends pourquoi est-ce que le procureur s'est levé, parce que cela ne l'arrange pas que des clarifications soient faites. L'événement de la mort des deux policiers ne concerne pas la marche sur la RTI. Ça concerne exactement la marche du 11 janvier, justement. Et en présentant cette vidéo au témoin, c'était pour rafraîchir la mémoire, pour lui demander, est-ce que vous pouvez maintenant dater cela? Qu'est-ce qui dérange, monsieur le procureur?
Le juge président, de toute façon, je ne pense pas que nous puissions tendre des pièges aux témoins. Il faut quand même être juste envers le témoin. Donc, si vous voulez lui présenter quelque chose, il faut présenter des faits clairs, des faits, des éléments de preuve en l'espèce, des extraits. Donc, je pense que le témoin on doit expliquer au témoin ce qu'il est sur le point de voir. Est-ce que vous pouvez, je vous prie, faire entrer le témoin à nouveau dans le prétoire ? Maître Andry. Oui, Monsieur le Président, nous attendons la vidéo. La manif était annoncée comme pacifique. Microphone, s'il vous plaît. Le président, peu importe. Monsieur MacDonald. Il semblerait que vous ayez un ressort qui vous fasse sauter tout le temps. Alors, s'il vous plaît. Maître Andry ? Et se voulait conforme aux standards démocratiques vécus ici et ailleurs. Mais à l'arrivée, ce fut tout à fait le contraire qui nous a été servi. Barbarie sans nom, violence inouïe, important dégâts matériels, graves blessés et surtout mort d'hommes. Le président, est-ce que l'on pourrait recommencer la vidéo, l'extrait vidéo depuis le début pour les interprètes? La RTI, en cette folle journée du jeudi 16 décembre 2010, la manif était annoncée comme pacifique et se voulait conforme aux standards démocratiques vécus ici et ailleurs. Mais à l'arrivée, ce fut tout à fait le contraire qui nous a été servi. Barbarie sans nom, violence inouïe, important dégâts matériels, graves blessés et surtout mort d'hommes. Comptabilité macabre de cette marche qui se voulait pacifique, au moins 20 personnes tuées, dont 10 agents des FDS, Forces de défense et de sécurité. Un bilan malheureusement provisoire. Au nombre de ces derniers se compte un élève sous-officier de police décédé au combat à Yamoussoukro et 3 jeunes sous-officiers de la promotion 2008-2009 en service à la CRS 2 basée à Marcory et froidement abattus en service commandé par les rebelles à Abobo PK18 route d'Anyama. Sensible à cette lourde peine enregistrée dans les rangs des FDS, mais aussi soucieux d'apporter la compassion du gouvernement aux familles des blessés et des victimes, le ministre de l'Intérieur, Émile Guiriolou, s'est rendu ce samedi au pas de course dans les domiciles respectifs des victimes pour leur dire Yako et pleurer avec les parents des policiers bel et bien ivoiriens morts au combat et non des soldats libériens infiltrés au sein des FDS, comme le laisse insidieusement entretenir sur des chaînes de télévision étrangères cette désinformation servie à dessein par des leaders de l'opposition. M. Patrick Hachi a osé dire sur les antennes de Africa 24 que nos policiers qui ont été tués l'ont été à leur demande parce que c'était des Libériens. Vous venez de faire le tour avec nous. Ce sont des Ivoiriens, des membres de notre police qui ont été sauvagement assassinés. Et il faut qu'ils assument, ceux qui ont lancé ces mots d'ordre et qui ont commis ces assassinats-là, assument cela. On ne peut pas, dans un pays de droit, armer des gens pour venir agresser les forces de l'ordre et se pavaner
auprès des médias internationaux pour raconter des mensonges. À l'élève sous-officier de police, Seniaye Ignace, est tué par les rebelles à Yamoussoukro, ainsi qu'à ses aînés et collègues sous-officiers de police, Yaobi Roua André, Yada Blessi Jean-Baptiste et Touré Sidena Ibrahim, le ministre de l'Intérieur, salue avec respect et dignité leur mémoire. Nous en profitons vraiment pour dire aux familles de nos policiers qui ont été tués, leur renouveler toutes nos condoléances, leur dire que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, ainsi que le peuple de Côte d'Ivoire est à leur côté. Ce sont des jeunes gens morts à la tâche, morts pour la patrie. Et la patrie se souviendra d'eux. Le ministre de l'Intérieur était accompagné dans ses différentes visites du ministre de la Solidarité et des Affaires sociales Anne Niaouré, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mexique, du contrôleur général Bledoum Bia, DG de la police nationale et de ses proches collaborateurs. Maître Ndri. Maître Ndri. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu cette vidéo? Non, monsieur l'avocat, je ne l'ai jamais vu. Nous allons passer à un autre sujet. Monsieur le témoin, le jour de l'arrestation du président Gbagbo, vous étiez toujours au golf? Effectivement, monsieur l'avocat. Nous allons vous présenter une vidéo. Et après, je vais venir vous poser des questions. Et nous allons finir là. J'ai mon dernier point. Je pense que je finirai dans le temps. Nous allons vous présenter une vidéo. Merci, monsieur l'avocat. CIV D15 002 non 0002 6 315 de la minute 9:35 à 10:50. Il n'y a pas de transcription et cette vidéo est publique. Madame la présidente, non, personne ne rentre. Voilà. Ah, attendez, coupez. Voilà. Quel mot alors vous dire par rapport au ministère et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. Allez, plus fort. Pourquoi? Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Ils déposent les armes, voilà. C'est tout ce qu'on nous demande. Voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Nous avons gagné. Et vous,
Monsieur l'ex-président. J'ai déjà répondu aux questions de votre... Bon, pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Oui, c'est la même télévision, c'est la même télévision. Mais non, comme vous étiez, on vous a dit hier. La télévision de la paix, pourquoi le pays... On va reprendre. Les combats pour... Je tiens à dire d'abord qu'avant de présenter cette vidéo, nous avons conféré avec j'ai failli dire le président, avec M. Gbagbo, parce que j'imagine que ça devait être des images assez fortes. Et donc, c'était pour dire tout simplement à votre chambre que nous l'avons fait. Juste cela. Monsieur le témoin, vous avez vu les images? Effectivement, monsieur l'avocat. Est-ce que vous étiez dans cette salle? Je confirme. Et c'est cette présence qui m'a permis de dire un peu plus haut que j'avais pu voir le fils du président, Laurent Gbagbo, qui avait une blessure à la tête. J'avais dit déjà cela. Cette chambre appartenait à qui lorsque vous étiez au golf? C'est là que je dormais. C'est là que vous dormiez? C'est exact. Vous n'avez eu aucun rapport avec les actions sur le terrain qui ont mené à l'arrestation du président Gbagbo? Les actions sur le terrain qui ont mené à l'arrestation du président Gbagbo. Et c'est dans votre chambre qu'il est venu. Le Golf Hotel a combien de chambres? Je peux? Oui, allez-y. Merci, monsieur l'avocat. Plusieurs questions sont posées là. D'abord, je commence par la dernière. Je ne connais pas les capacités d'accueil de l'hôtel. Je n'ai pas eu l'occasion de chercher cela. Maintenant, pour répondre à votre première préoccupation, je maintiens que je n'ai pas pris part à un quelconque combat. Et plus encore aux opérations qui ont permis l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Je me trouvais là parce que, comme j'ai dit, c'était ma chambre et il y avait une pléthore de FDS à un certain moment. Et c'est ainsi que ma chambre, du moins nous étions 2 personnes, et la chambre a été réquisitionnée pour accueillir le président Laurent Gbagbo et sa famille et ses proches. Vous confirmez que vous n'avez rien à voir avec les actions sur le terrain? Je confirme. Monsieur le témoin, quel était votre rôle? Quel était votre rôle lorsque vous étiez au golf? Merci, monsieur l'avocat. Je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je continue de dire que je n'avais aucun rôle
qui se rapportait à des opérations. Mon dernier point, c'est le partage du gâteau. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. À la fin, lorsque vous étiez au golf, avec M. Guillaume Soro, lorsque tout serait terminé, il y avait le partage des postes, n'est-ce pas? Vous avez opté pour quel poste? Merci, Non, monsieur. juste pour préciser, vous avez opté pour quel poste lorsque tout serait terminé? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je vais répondre, mais je fais une précision autour pour permettre de bien comprendre. Et nous étions à ce niveau de la situation et le président actuel de l'Assemblée était comme le ministre de la Défense. Et donc, il a eu à nous appeler pour nous confier des tâches. Et c'est ainsi que j'ai dit qu'après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il nous a été demandé, nous, gendarmes, d'aller sécuriser des personnalités qui étaient basées à l'hôtel Pergola. Donc, après cela, il nous a été demandé de dire les postes que nous voudrions occuper. Et moi, j'avais opté pour la gendarmerie du port. Mais lorsque nous sommes sortis de là-bas, je suis allé à la tête, j'ai été muté à la tête du groupe d'escadrons blindés. Monsieur le témoin, devant les enquêteurs, vous avez dit le président Soro, président de l'Assemblée nationale, nous a dit lorsque tout serait terminé, cela veut dire que tout n'était pas terminé. Lorsque tout serait terminé, parce qu'après l'arrestation du président Gbagbo, tout est terminé. Donc il a dit avant. Ce n'était pas, ça n'a rien à voir avec la pergola, c'est avant. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que c'est vous qui le dites, que tout est terminé avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Je pense que vous êtes ivoirien comme moi et vous savez ce qui s'est passé après l'arrestation. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout était terminé. Il y a eu des combats par la suite. Après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il y a eu toujours des combats. Donc, ce n'est pas avec l'arrestation que tout serait terminé. Je m'en tiens à votre réponse. Et vous avez choisi d'être au port, c'est ça? À la gendarmerie du port. À la gendarmerie du port. Oui. Et vous avez été au groupe d'escadrons blindés. C'est bien ça. Je voudrais m'arrêter là. Vous dire merci pour votre intervention ici, devant la Cour, avec la permission, je crois, du conseiller principal. Je pense que nous n'avons plus de questions au niveau de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé pour vous.
nous vous souhaitons bon retour dans ce pays que nous aimons tous. Merci. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Nous allons maintenant faire notre pause. On avait espéré pouvoir terminer avant la pause, mais non. Donc on fait la pause et on reprendra à 11h30.